Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce second numéro de Thé dans le match, votre nouvelle émission foot sur TBO et TB Sud en partenariat avec le Télégramme. 30 minutes pour débattre ensemble de l'actualité du Stade Brestois. 29 en plateau, aujourd'hui il fête sa deuxième titularisation. Adrien Prigent, journaliste au Télégramme. Salut Adrien. Salut Ludo. Notre abonné de la semaine est un visage bien connu sur la place brestoise, ancien joueur du Stade Brestois à la fin des années 70, Jean-Pierre Richard alias JP. Bonsoir JP. Bonsoir Ludo. Ravi de te recevoir. Et puis c'est une voix bien connue des auditeurs d'RMC Sport qui nous accompagne également aujourd'hui, Xavier Grimaud. Salut Xavier. Salut Ludovic, salut à tous. Avec une actualité très riche pour cette deuxième au lendemain de la victoire 2-0 face à Toulouse en championnat. On y reviendra un peu plus tard. Avant cela, notre premier débat consacré à la Ligue des Champions. Après la victoire historique du Stade Brestois 2-1 face à Sturm Graz, avec cette question: Brest a-t-il vécu le plus grand moment de son histoire? Avant d'y répondre avec nos invités, on va tout de suite écouter des réactions de supporters interrogés jeudi soir au Roudourou après la rencontre, au micro de Lionel Le Sceau. C'est fou, s'imaginer aujourd'hui Brest en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, et gagner leur premier match en Coupe d'Europe, c'est inimaginable, et puis c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est que du bonheur, franchement, que du bonheur. Incroyable, magnifique, magique. Il y avait une super ambiance en plus, forcément. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est la première victoire du Stade Brestois en Ligue des Champions, même en Coupe d'Europe. Le premier but, enfin, tout est magique, l'ambiance était géniale, c'est incroyable. Incroyable, magique, inimaginable à entendre ces jeunes supporters et supportrices. Cela ne fait aucun doute sur ce qui a été vécu jeudi soir en Ligue des Champions. Mais est-ce pour autant le plus grand moment de l'histoire du club? Messieurs, votre avis sur le sujet, a commencé par Jean-Pierre. Tiens, toi qui connais bien le club pour l'occasion. Alors, il y a eu des grands moments pour le club. Je me souviens effectivement quand j'y étais, quand je jouais, la montée en Ligue 1. Alors c'était la division 1, hein. Pour les anciens, c'est 1979, la première. En 1979, c'était donc. Il y a eu des matchs comme le fameux match contre Lens où moi, étant jeune joueur, j'étais sur le toit de la buvette. Pour dire si et mes copains étaient eux montés, juchés, si on peut dire, sur les lumières. Donc c'était déjà on avait la sensation que le club montait d'un cran. On était devenus des professionnels dans la plus haute marche, si on peut dire, donc la division 1. Maintenant c'est européen. Donc on est encore dans une marche encore au-dessus. Et on sent bien que, de par l'événement qui est créé, comme l'ont dit les supporters, l'ambiance qu'il y avait, et pourtant pas dans notre stade, mais dans le stade extérieur, qui est le stade du Roudourou à Guingamp, quand on voit cela, et quand on voit comment la ville est mise en avant par vous, les journalistes, par exemple, ou dans les médias en général, Brest, donc c'est une fierté aussi pour la ville tout entière, c'est pas spécialement que le foot. On sent bien qu'il y a derrière toute une ville qui est fière de ses joueurs. Adrien, en évoquant le sujet, on sent quand même, à l'image de Jean-Pierre, que ça ramène parfois des souvenirs d'enfance, de jeunesse, parfois aussi des grands moments qu'on a vécu à un âge donné. J'imagine pour les supporters, s'imaginer un jour que le Stade Brestois joue avec des champions, déjà c'est extraordinaire. Il y a une victoire. Alors la nouvelle formule a permis d'avoir une équipe comme Sturm Graz qui était sensiblement du niveau de Brest, même peut-être un petit peu inférieur. Mais oui, pour moi, la Ligue des Champions, déjà c'est la compétition suprême en club. Voilà, c'est la petite musique, on en a parlé. Selon moi, je pense que c'est le plus grand moment de l'histoire du Stade Brestois. En parlant autour de moi, on m'a pas mal parlé aussi de la remontée en 2010, où il y avait un réel engouement. Ça faisait plus de 20 ans que le club n'était pas en première division, après le Brest-Armorique, etc. Enfin, il y avait toute une histoire. On m'a parlé aussi du match à Rennes la saison dernière, le 5-4, le scénario qui était extraordinaire. Et puis on se dit, il y a la victoire face à Sturm Graz, il y a d'autres matchs en Ligue des Champions. Et le débat adversaire un petit peu prestigieux, peut-être que ce sera toutes les semaines le plus grand moment de l'histoire du Stade Brestois. Xavier, ton avis sur la question? Oui, moi je pense que c'est le plus grand exploit au sens propre du terme, parce que comme l'a dit Adrien, la Ligue des Champions, c'est la compétition ultime pour un club de foot, et pour le Stade Brestois encore plus, parce qu'on ne s'attendait jamais à voir Brest en Ligue des Champions. Donc c'est le plus grand exploit de par le prestige de cette victoire. Après, c'est toujours un débat compliqué, ça, parce qu'on touche à l'émotionnel, on touche aussi à sa génération. Moi je sais que j'ai commencé à suivre Brest, notamment lors de la remontée en 2010.
Et avec tout ce qu'avait vécu le club avant, j'ai le sentiment que ça a été vécu encore plus passionnellement que ce match face à Sturm Graz. Et il y aura peut-être des victoires encore plus glorieuses à venir. On peut le souhaiter pour Brest. Donc c'est le plus grand exploit footballistique, on va dire, mais le plus grand moment. J'aurais quelques réserves. Mais après, ça touche vraiment à chacun. À certains qui ont connu le Brest Armorique, qui auront des grands souvenirs de Drago Vabek avec des matchs formidables qui leur resteront des souvenirs de gamins. Mais je pense qu'il faut nuancer un peu. Mais l'exploit purement sportif on va dire dans le niveau qu'a atteint Brest, oui, c'est compliqué de faire mieux qu'une Ligue des Champions. À ce jour, le palmarès du Stade brestois tient en 2 lignes. C'était, on l'évoquait, champion de D2 en 81 et la Gambardella en 90. Historiquement, ça fait peu tout de même. Il manque une petite Coupe de France, par exemple, à ce club pour, comme d'autres ont déjà vécu, le Stade Rennais, que suit également Xavier, pour vraiment entrer dans l'histoire, marquer l'histoire. Oui, c'est tout à fait ça. Pardon de t'avoir réveillé, Jean-Pierre. C'est toujours pareil. On se souvient des clubs de foot, la plupart du temps, sur des lignes de palmarès. Comme tu viens de le dire, c'est tout à fait vrai. Et nous, ici à Brest, on a toujours eu des difficultés. Alors, la Coupe de France, c'est un exemple type, où on a toujours des éliminations rapides en Coupe de France. Pourquoi ? Il n'y a pas d'explication pour l'instant. Mais maintenant, est-ce que effectivement tous ces matchs qui vont être joués au très haut niveau, puisqu'on va dans le très haut niveau maintenant, grâce à la Ligue des Champions, ce qui a été dit très justement avant moi, ça va peut-être aussi montrer que Brest peut aussi viser à avoir des coupes, à avoir des prestigieuses récompenses. Donc ça va donner en fait au club une autre dimension, si je peux dire. Et dans cette équipe championne de D dont je parlais à l'instant, il y avait un certain Yvon Leroux, aujourd'hui ambassadeur du club, et à qui on a également posé la question. Bon, je pense qu'il y en a eu 2. Il y a eu déjà la qualification en Ligue des Champions, avec la saison extraordinaire que l'on a faite. Et bien sûr, ce match de jeudi soir, cette première victoire en Ligue des Champions, c'est vrai que voilà, c'est le plus grand souvenir que j'ai, et puis c'est pour le moment le plus grand moment que le Stade brestois ait pu connaître. Avis partagé par Yvon Leroux, qui évoque aussi effectivement la saison passée, sans quoi il n'en serait pas là aujourd'hui finalement. Oui, évidemment. Moi, vraiment, le match à Rennes reste quelque chose d'incroyable. Le scénario, face à aussi un autre club breton, un derby malgré tout, et c'était pas le match qui t'amenait en Ligue des Champions, mais en Coupe d'Europe. Déjà pour Brest, c'était quand même assez extraordinaire. Et puis, mais je pense que, oui, le fait aussi qu'il n'y ait pas de titre, peut-être pas de titre à part le championnat, il manque une Coupe de France évidemment, ce club-là. On se dit, cette équipe avec un Éric Roy pourrait potentiellement, en tout cas le visage pour. Mais à mon avis, ouais, cette Ligue des Champions va rester. Mais je pense que le fait que ce soit Sturm Graz, on se dit, ouais, Brest peut toujours faire mieux. Brest peut peut-être aller chercher un autre adversaire. Xavier, la semaine. Adrien a raison. Je pense que le plus grand moment de l'histoire du club, c'est pas un match, c'est la saison dernière. Ça, c'est clair et net. La saison a été incroyable. Il y a eu des matchs incroyables. Le match à Rennes, évidemment, Adrien, il a tout à fait raison. Le match à Toulouse aussi, qui permet d'être troisième. Toutes les émotions. Je pense que tous les supporters de Brest se souviendront toute leur vie de cette saison en général, et avec quelques matchs qui seront sur le dessus. Sturm Graz, voilà, Brest peut encore faire mieux, et oui, le fait que ce soit un adversaire un peu moins coté que d'autres fait que. Mais voilà, c'est une période dorée pour les supporters brestois. Alors les jeunes supporters, c'est merveilleux, c'est un peu comme les jeunes supporters de Rennes qui connaissent un petit peu moins bien depuis un an et qui a l'impression que tout va mal. Les jeunes supporters de Brest, ils vivent une période dorée depuis maintenant plusieurs mois, et ça, faut en profiter. Et il y a encore moyen d'écrire son histoire cette saison parce qu'il y a des matchs. Alors abordables, on ne sait pas, mais il faut y croire. Xavier, tiens, pendant que je te tiens, toi qui étais au commentaire jeudi soir, quel a été le moment le plus intense, le premier but d'Ugo Magnetti ou le but qui offre la victoire d'Abdallah Sima ? Le but de Magnetti, c'est quand même quelque chose. C'est le premier but, c'est un but historique, c'est le but pour l'histoire, le premier but en Coupe d'Europe. En plus, c'est pas un petit but. On va en reparler d'Ugo Magnetti plus tard dans l'émission. C'est un but qui est magnifique. L'entrée sur la pelouse, la musique, c'est toujours un cérémonial qui fait quelque chose. Mais non, le but de Sima, un moment où on pouvait se dire que Brest allait peut-être reculer, avoir peur, comme beaucoup d'équipes françaises en Coupe d'Europe. Le but de Sima qui permet d'aller chercher la victoire. Non, ça a été une soirée formidable, évidemment, et on espère que ça en appelle d'autres. Ugo Magnetti, puisqu'on en parle, tout de suite on passe à notre débat suivant. Il restera à jamais le premier buteur de l'histoire du Stade brestois en Ligue des Champions. À 26 ans, Ugo Magnetti est devenu au fil des saisons un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Indiscutable à Brest, mais est-il un joueur sous-coté de Ligue 1 ?
Adrien, avant de nous donner ton avis sur la question, peut-être commencer par rappeler son parcours. Oui, parce qu'en fait, quand il y avait la relégation de Bastia, donc lui, il arrive en 2017 avec un certain Lenny Pintor. À l'époque, même Brest compte plus sur un Lenny Pintor, qui est maintenant en plus en D1 autrichienne, qu'un Ugo Magnetti. Donc Ugo Magnetti fait des bouts de match, quelques apparitions. En fait, il est vraiment installé par Michel Derzakarian en tant que titulaire. Et puis en fait là il a pris la saison dernière déjà il devient hyper important dans le collectif, 33 matchs. Pas beaucoup de mauvais matchs, en vrai, il faudra me rappeler, mais vraiment, c'est quelqu'un de solide, à chaque fois précieux aussi dans son engagement, même une belle qualité technique pour relancer, pour faire repartir. Puis voilà, maintenant, on l'a vu contre Toulouse, c'est lui qui a le brassard de capitaine, en absence de Brendan Chardonnay, donc il a pris aussi une importance assez énorme au Stade brestois. Xavier, toi qui ne rates rien ou presque des matchs du Stade brestois, ton avis sur le joueur et sur son rayonnement dans le championnat de France aujourd'hui ? Alors, c'est un super joueur, c'est un super milieu de terrain, c'est un super joueur d'équipe et qui correspond parfaitement à ce qu'est le Stade brestois et à ce qu'aiment les supporters du Stade brestois. C'est un joueur en plus qui est arrivé un peu de nulle part. Adrien a rappelé son parcours, on ne s'attendait pas à le voir jouer autant. Et je trouve qu'il progresse de match en match. C'est quelqu'un de très fiable, c'est quelqu'un qui est propre techniquement. Après, est-ce qu'il est sous-coté ? C'est toujours un débat qui est compliqué parce que je sais que les clubs comme Brest, comme d'autres, font parfois un complexe d'infériorité envers leurs joueurs. Le problème, c'est est-ce que Ugo Magnetti serait sous-coté ? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait jouer dans un club plus haut ? Je ne sais pas. Est-ce que Ugo Magnetti pourrait jouer dans son club de cœur à Marseille en ayant le niveau ? C'est difficile. Après, passer les paliers, c'est difficile de savoir tant qu'on n'y est pas. Ugo Magnetti, lui manque aussi des stats, mine de rien, en termes de passes D et en termes de buts aussi. Donc, moi, je ne pense pas qu'il soit sous-coté. Je pense qu'il a une belle image. Et s'il s'inscrit en tant que joueur de club, et je pense que déjà il faut se contenter de ça sans justement essayer d'avoir ce petit syndrome de supériorité en disant on ne nous considère pas. Non, je pense qu'il est considéré à sa juste valeur, à savoir un très bon joueur. Xavier l'a évoqué, Jean-Pierre, c'est le genre de joueur que les supporters brestois adorent. Aime. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est le joueur qui mouille son maillot. Bon, c'est une expression un peu galvaudée, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui représente l'esprit brestois. C'est-à-dire que il ne lâche jamais rien. Il est toujours souriant. Enfin, moi, j'ai pu discuter un petit peu avec lui. C'est quelqu'un d'affable, sympathique, vraiment sympathique. C'est vraiment le joueur à qui, je pense, les supporters aiment bien discuter après les entraînements ou autres, mais malgré tout très sérieux. Et on a bien vu sa montée en puissance par rapport à l'année dernière notamment, où plus ça allait et plus il prenait de l'ampleur au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on disait Les Melou est un peu celui qui vampirise tout le milieu de terrain. Et quand on regardait vraiment bien les matchs, non. C'est-à-dire que Les Melou pouvait être bon si Magnetti était bon. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui est bon avec les autres joueurs. Donc, mais là, Les Melou n'est pas là. Est-ce qu'il a davantage pris d'ampleur, d'ailleurs, en l'absence de Pierre Les Melou ? En plus, je trouve que Ugo Magnetti, voilà, il a une polyvalence. C'est-à-dire que Pierre Les Melou n'était pas là. Donc, ce qui a un peu manqué, notamment dans les toutes premières rencontres, Éric Roy a décidé de le faire reculer en sentinelle, donc contre Toulouse, puis contre Saint-Etienne, les deux victoires brestoises. Et c'est là où il est très important. Des fois, c'est un peu terrible parce qu'on se dit, Ugo Magnetti, si on le voit pas, c'est qu'il fait un bon match. Sauf que la passe, il l'a fait quand il faut. La petite récupération, il l'a fait quand il faut. Donc moi, je suis assez d'accord avec Xavier. C'est vrai qu'il manque un peu de stats. Peut-être un peu plus d'apport offensif, mais il est tellement précieux au milieu, aux côtés de Mady Camara notamment aussi. On voit la doublette, elle est parfaite. Tu me tends la perche. Après la rencontre de Ligue des Champions, Éric Roy est lui aussi revenu sur les performances de son joueur et sur l'impact de son milieu de terrain dans les performances de son équipe. On l'écoute. Je n'oublie pas qu'avec Pierre, Hugo et Mady, pour moi, mon milieu de terrain de l'année dernière, c'était certainement un des meilleurs milieux de terrain si tu enlèves le PSG et un des meilleurs milieux de terrain du championnat. Et je pèse mes mots parce que sincèrement, je pense que c'est la réalité. Quand on voit les stats de Mady sur la saison d'Hugo aussi, et puis après Pierre qui a été élu dans les 5 meilleurs joueurs du championnat, forcément c'était une de nos forces. Alors, du côté des supporters, il n'y a aucun doute sur les performances, Jean-Pierre l'évoquait, du joueur depuis longtemps. Pour revenir à notre question de départ, Adrien, ton avis, Xavier a exprimé le sien, est-ce que c'est un joueur sous côté de Ligue 1 qui pourrait performer dans une autre écurie, ou alors finalement il réussit à Brest et
ne sait pas ce qui pourrait advenir ailleurs. Alors c'est toujours très compliqué. Moi je pense qu'il y a toujours une saison de la confirmation, surtout avec la Coupe d'Europe où il a montré déjà qu'il avait le niveau pour la Ligue des Champions. Certes face à Sturm Graz, mais il avait ce niveau. Je pense que le sous-côté, on va dire pour un supporter récent, on dit on parle pas assez d'Hugo Magnetti. Pour un autre club de Ligue 1, comme on disait, confirmé à Marseille, il y a plein de joueurs qui n'arrivent pas à confirmer à Marseille ou dans des clubs un peu plus huppés. Moi, à mon avis, oui, on n'en parle pas assez, parce qu'il a parfois peut-être un rôle ingrat, malgré tout, avec un profil pas forcément... C'est pas le plus gros dribbleur, c'est pas celui le plus spectaculaire. Oui, Mady Camara est plus spectaculaire. Voilà, à titre de comparaison, Pierre Lesmelou. Mais oui, il est toujours un peu sous-coté, mais je pense que c'est plus le genre de joueur qui est sous-coté, et pas forcément Hugo Magnetti en tant que tel. Alors le joueur, il a prolongé l'an passé jusqu'en 2027, je crois, ce qui ferme pas la porte à un départ moyennant une offre jugée intéressante. C'est toujours un peu la même chose. Vous en pensez quoi, vous ? Il a 26 ans. Donc quelque part, il peut encore viser à jouer peut-être plus haut. C'est pas du tout. Et je reviens un petit peu à ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que on a vu les premiers matchs. Le premier match notamment, il était suspendu. On a bien vu qu'il y avait un problème au milieu. Donc on perd. Oui, on perd parce que contre Marseille, c'était pas Marseille qui tourne beaucoup plus maintenant. C'était Marseille qui tâtonnait un petit peu. C'était le début. Et on voyait bien que s'il manque Magnetti au milieu, c'est compliqué. C'est vite compliqué. C'est pour ça qu'il le titularise, le seul joueur de champ qu'il titularise 90 minutes, encore une fois, face à Toulouse. Il est trop fort. Si vous vous souvenez bien de Pierre Lesmelou a crevé l'écran la saison dernière. Et pourquoi il crève l'écran à l'échelle nationale? C'est parce qu'il marque. C'est parce qu'il fait des passes D. Et du coup, sa cote monte dans des clubs, on l'imagine ailleurs. Et Pierre Lesmelou aussi a été approché par d'autres clubs, on le sait. Moi, sauf information contraire, je ne crois pas qu'Hugo Magnetti ait été approché par d'autres clubs, y compris de Ligue 1 plus huppés. C'était même plutôt, il y a eu, je crois, une approche de Nantes, mais c'était un club qui n'est pas plus huppé que Brest, clairement, sur les dernières saisons. Donc voilà, c'est aussi le petit step qu'il doit passer. C'est un excellent joueur d'équipe. Il est extrêmement complémentaire avec Mady Camara et avec Pierre Lesmelou, ce qui fait que le milieu de terrain est si performant. Mais voilà, le voir plus haut, je ne sais pas. J'avoue que j'aurais du mal à... Je ne suis pas certain que les clubs plus hauts auraient envie tout de suite de se positionner sur lui. Merci Xavier. Notez que, tu l'as dit Adrien, il est le seul joueur à avoir disputé les 3 dernières rencontres du Stade brestois, ce qui nous amène à notre dernier débat du jour. Le turnover massif d'Éric Roy peut-il durer dans le temps? Avant d'y répondre, commencez par planter le décor avec cette compo à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Face à Toulouse, 9 changements par rapport aux 11 de départ qui avaient débuté 3 jours plus tôt en Ligue des Champions. 4 recrues alignées d'entrée de jeu. Xavier, il a surpris tout le monde avec cette compo, Éric Roy. Ah oui, 9 sur 11, voilà, quand on est arrivé, quand on nous a amené la composition d'équipe, on pronostiquait en disant allez 5, 6, allez, combien? Plus 7, 8, 9 changements, c'est du... J'ai pas souvenir, alors ça a sûrement dû arriver, j'ai pas toutes les stats, mais d'un club européen dans le match suivant, changer 9 joueurs, c'est quand même vraiment énorme. Au départ, c'est une vraie prise de risque, et au final, sur ce qu'on a vu sur le terrain, alors évidemment, c'était très perfectible, mais je trouve que Brest a fait un match qui était très cohérent. Je les ai trouvés dans l'ensemble supérieurs à Toulouse, même si Toulouse a plus d'occasions, finalement, quand on regarde les stats, mais j'ai pas senti Toulouse particulièrement menaçant. Donc, c'est un pari réussi, et puis c'est un pari rassurant aussi sur le fait que Brest, je pense, peut être confiant pour avoir un maintien, alors si ce n'est tranquille, faut toujours toucher du bois, mais un maintien assez sans trop trembler et réussir à jouer la Coupe d'Europe à fond. Et ça, c'est super parce que, souvenez-vous, encore la dernière semaine d'août, là, on avait peur. Et heureusement, cette fin de mercato a permis de densifier l'effectif. Et il y a eu vraiment de bonnes surprises dans le 11 hier. Avec des titulaires, pour moi, qui sont même des titulaires en puissance. Mama Baldé, pour moi, il pourrait tout à fait être dans le 11, dans l'équipe. Dans un autre schéma de jeu aussi. Dans un autre schéma, clairement. Adrien, Éric Roy avait pourtant annoncé dans la semaine qu'il s'agissait du match le plus important. Et en général, quand vous jouez le match le plus important, vous alignez votre équipe type, votre 11 type, un peu. Oui, bien sûr. Alors, à voir déjà, est-ce qu'il a trouvé encore ce 11 type? Parce que, comme rappelait Xavier, il y a eu quand même beaucoup d'arrivées en toute fin de mercato, des recrutements comme Mama Baldé, voilà, même financièrement. On parle de grosses recrues pour le Stade brestois, ou un Kamori Doumbia aussi qui est revenu. Alors, le match le plus important de la semaine, vu les équipes, même le niveau physique, en fait, des joueurs, je pense que c'était quand même Sturm Graz, en tout cas, en vue de la composition. Mais oui, faire un turnover de 9 joueurs, c'était quand même assez fou. Mais il faut rappeler que l'année dernière, Éric Roy a pu compter sur un groupe de 15-16 joueurs, on va dire ça comme ça, mais avec très peu de blessés finalement.
Là, cette saison, avec la Coupe d'Europe, est-ce qu'il aura autant de chances en termes d'infirmerie? Il sait qu'il doit compter, il l'avait rappelé, 22, 23, voire 24 joueurs. Éric Roy, donc aussi, il faut essayer de concerner tout le monde, que tous les joueurs aient du rythme aussi, malgré tout, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont joué hier. Ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas joué, notamment Kamori Doumbia, qui avait fait quelques minutes par-ci par-là en rentrant avec le Stade Brestois, mais qui n'avait pas été titulaire depuis juin, il me semble, en sélection. Enfin, il y avait besoin aussi d'amener du rythme. On va tout de suite regarder ensemble ce qui s'est passé lors de cette rencontre avec l'ouverture du score signée Mama Baldé, tu l'as évoqué Adrien, à la 21e minute. Le joueur transfert de l'Olympique lyonnais qui inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs avec ce tir dévié au passage par le défenseur toulousain Rasmus Nicolaisen. Toulouse qui va obtenir un pénalty dans la foulée avec Lavar qui s'en mêle. Pénalty ou non messieurs, ça a été un peu un feuilleton pendant 3-4 minutes. Selon moi, oui. Mais... Oui, bon. Il n'était pas de cet avis, Éric Roy. Ah non, il n'est pas de cet avis. Il est généreux quand même. Il est généreux quand même. Parce qu'il lui marche. Il marche sur le pied. Sur le pied. Il ne va pas pour faire une faute, il va pour remettre son pied. Mais malheureusement, il marche. Donc tu es de l'avis d'Éric Roy. C'est ce qu'a dit Éric Roy. Oui. Qui sera expulsé dans la foulée, d'ailleurs. Parce qu'on pense Xavier, mais je pense quand même que là, c'est un peu dur. Quand même. Avant de redonner la parole à Xavier, attends, excuse-moi Xavier, on finit le résumé de cette rencontre. Brest qui va se mettre à l'abri en fin de rencontre grâce à Romain Fèvre, servi par Abdallah Sima, tous deux entrés en jeu en seconde période. Succès précieux, 2 buts à 0, pardon. Tout n'a pas été parfait, cela n'a pas été le meilleur match de l'année, avec une équipe de Toulouse assez faible quand même, Xavier. Oui, moi je les ai trouvés vraiment très faibles, alors décevants. Bon, Toulouse, malheureusement pour eux, ça fait partie de ces équipes un peu anonymes en général dans les saisons, donc j'en attendais pas non plus monts et merveilles. Mais moi je me dis, quand on a en face une équipe qui a fait tourner 9 joueurs sur 11, je m'attendais à ce qu'elle en mette plus pour aller chercher la victoire. Elles l'ont pas fait, tant mieux pour Brest. Après, pour revenir au pénalty, bon bah voilà, Éric Roy a son avis, mais certes, il y a peut-être pas d'intentionnalité de Pereira Lage, encore que, parce que mine de rien, il va chercher le ballon, s'il fait une intervention pour chercher le ballon, et lui arrache quand même bien le pied dans la surface. Bon, bah, et puis il n'y a pas lieu de faire faute en fait, on se dit, c'est ça. Alors cette compo d'Éric Roy s'est avérée un pari gagnant, mais n'était-ce pas un pari trop risqué? Question posée à l'entraîneur brestois après la rencontre. Bah, que non. À partir du moment où tu penses que tu as confiance en ton groupe, dans sa globalité, voilà, par exemple, d'aligner le petit Luc Zogbe, pour moi, c'était pas du tout un risque, parce que je le vois tous les jours à l'entraînement. Je le trouve qu'il est assez incroyable par rapport à son âge, par rapport à son engagement, par rapport à sa volonté d'être performant. Voilà, après, il n'avait jamais joué un match titulaire de Ligue 1. Mais à un moment donné, il faut bien démarrer. Donc pour lui, j'étais sûr qu'il ferait ce match-là, tout en sachant que quand tu mets des jeunes joueurs, aussi tu peux t'attendre de temps en temps à avoir des erreurs, des choses comme ça. Donc, mais il faut faire avec. Si tu veux faire grandir les garçons, si tu veux les faire progresser, il faut à un moment donné les mettre sur le terrain. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait 9 joueurs qui sont entrés aujourd'hui dans le 11 de départ, mais j'avais aucun doute sur leur capacité à pouvoir gagner ce match par rapport à leur qualité, par rapport à leur investissement. Pour en revenir à ce débat, Adrien, est-ce que ça peut durer dans le temps, ce turnover? Moi, j'ai du mal à le penser, de changer de 9 cette échelle en tout cas. Oui, à cette échelle, dans ces proportions, ça me paraît très compliqué. Évidemment, Brest a fait un mercato justement pour pouvoir faire tourner. 9 joueurs changer de charnière tous les dimanches, changer d'attaque tous les dimanches, bon, ça me paraît quand même un peu compliqué. Surtout qu'en seconde période, Brest a quand même pas mal reculé. Avec une équipe de Toulousaine avec un peu plus de talent, un peu plus d'idées, Toulouse aurait pu faire mal à cette équipe de Brest. On sent qu'aussi physiquement, voilà, tous les joueurs sont pas totalement prêts. Donc je pense que la rotation elle sera là. 9 joueurs chaque match, j'y crois pas trop. Xavier, est-ce que tactiquement c'était un moyen peut-être aussi de surprendre l'adversaire qui ne s'attendait pas forcément à ça? Éric Roy a bien expliqué ce qu'il voulait faire en tant que technicien aussi, changer son système pour poser plus de soucis à un système toulousain qui selon lui allait mettre en difficulté les Brestois, notamment avec la défense à 5. Donc voilà, c'est un pari réussi. Alors Éric Roy, c'est un très bon entraîneur, c'est un très bon tacticien, donc sur ce coup-là, il n'y a pas photo. Après, je suis d'accord avec Adrien, sur les 20 dernières minutes, moi j'aurais plus misé éventuellement sur une égalisation de Toulouse que sur le break de Brest. Donc ça reste, les choses se sont bien goupillées. Donc tant mieux, parce que Brest, je pense, est en train d'aller chercher les choses. Moi j'ai l'impression qu'on retrouve quand même un peu l'esprit de l'an dernier. Donc c'est bien, c'est une semaine parfaite. Alors j'enlève le match de Paris, qui pour moi n'est pas dans la semaine, c'était dimanche dernier, contrairement à ce qu'a dit Magnetti. Donc pour moi c'est une semaine parfaite avec 2 victoires
de victoires en 2 matchs. Et maintenant, il y a d'autres matchs qui peuvent leur permettre d'engranger en Ligue 1 et il faut se pencher là-dessus. Mais il y a moyen d'être plutôt optimiste pour les semaines à venir, je pense. Et le prochain match, ce sera vendredi prochain à Auxerre. Ton avis rapidement sur ton rapidement, Jean-Pierre, rapidement. tout ce qui a été dit, c'est exactement ce que je pense également. C'est vrai que Éric Roy a cette qualité de garder l'état d'esprit d'une équipe, même en changeant les joueurs. C'est-à-dire qu'ils jouent de la même manière. Après, sur un 4-4-2 ou un 4-3-3, c'est pas grave. En losange joue pas, c'est pas le problème. Mais il a cette faculté à donner la chance aux joueurs, dire bon, écoute, tu dois aussi jouer comme jouent les autres. Et finalement, ça crée vraiment une vraie équipe. Merci Jean-Pierre. Parfait. Un grand merci à tous les trois. Salut Xavier. Merci. Merci pour ta présence. Et si, comme Jean-Pierre, vous êtes abonné au Telegram et que vous souhaitez vous aussi participer à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, privilège.abonné@letelegram.fr. Et on lance un appel tout particulier à nos abonnés féminines et aux supportrices du Stade Brestois 29. N'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous recevoir. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Thé dans le match. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.